Il y a quelques heures, nous avons eu, de la part du CITEPA, les chiffres définitifs des émissions de CO2 en 2023. Elles ont en réalité baissé en France de 5,8%. Cette année 2023, elle est dans les rails du rythme que nous devons tenir jusqu'à la fin de la décennie. La baisse des émissions de gaz à effet de serre s'est accélérée sur la dernière année, 2023, en France. Néanmoins, le deuxième budget carbone, en termes d'émissions nettes, est en voie d'être dépassé avec un excès de 15 millions de tonnes de CO2 équivalent. L'objectif est bien de maintenir l'augmentation de la température moyenne bien en dessous de 2 degrés, si possible au niveau de 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Notamment l'ensemble des mesures pour réduire nos émissions de 55% d'ici à 2030. C'est ce qu'on appelle Fit for 55. Et notre feuille de route pour atteindre les objectifs climat, alignés à la fois sur les objectifs européens et les objectifs internationaux, et atteindre ainsi la neutralité carbone d'ici à 2050. Les émissions territoriales, c'est les émissions produites à l'intérieur de nos frontières géographiques. L'industrie, les transports, l'agriculture, les bâtiments, les déchets, l'énergie. L'empreinte carbone correspond aux émissions que nous générons en consommant des biens, dont certains sont importés et consommés en France. Les émissions importées représentent environ la moitié de l'empreinte carbone des Français. Les consommateurs français vont avoir une empreinte carbone qui est plus élevée que les émissions territoriales, mais les politiques nationales portent essentiellement sur les émissions territoriales, puisque c'est ce que l'on va pouvoir contrôler le plus. Les comportements des consommateurs sont plus difficiles à faire évoluer, ou alors c'est par des campagnes d'information et d'autres outils qui sont plus indirects. L'accord de Paris repose sur les émissions territoriales, Fit for 55 repose sur les émissions territoriales et la stratégie nationale bas carbone repose sur les émissions territoriales. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Par exemple le CO2, mais aussi le protoxyde d'azote issu des sols agricoles fertilisés ou encore le méthane qui est issu de l'élevage principalement. Ce sont les émissions brutes dont on déduit les absorptions de CO2 par les puits de carbone des sols et des forêts. Les émissions territoriales, ce sont les émissions nettes, c'est-à-dire les émissions moins les puits de carbone. Un puits de carbone, c'est en fait une surface qui va absorber du CO2, essentiellement par des mécanismes qui sont pilotés par la végétation. Grâce à la photosynthèse, il y a prélèvement de CO2 dans l'atmosphère, puis une partie de ce CO2 va s'accumuler dans la biomasse des arbres ou va s'accumuler dans la matière organique du sol. Après s'être fortement réduit entre 2013 et 2017, le puits de carbone du secteur utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêts, excusez-moi, c'est le nom officiel, demeure nettement fragilisé par le changement climatique. En 2022, nous avons eu plus de 7800 incendies, 72 000 hectares brûlés, 2,5 millions de tonnes de CO2 émises, et les sécheresses qui sont à l'origine de ces feux se traduisent également par des maladies qui fragilisent les écosystèmes forestiers et leur capacité à absorber du carbone. Nous n'avons pas aujourd'hui de stratégie nationale de grande ampleur qui nous permettrait de penser que d'ici à 2030, nous aurons restauré des écosystèmes forestiers capables d'être des puits de carbone aussi actifs qu'ils l'avaient été, mettons, aux alentours des années 2000. C'est tout de même l'un des obstacles pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Tout le carbone d'origine biologique qui est compris dans la biomasse aérienne des arbres ou qui est compris dans la matière organique des sols est un carbone qui est susceptible de revenir à l'atmosphère. Il peut y avoir une réversibilité du stockage et une libération de CO2 dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'il faut protéger les écosystèmes. Cet inventaire est géré par le CITEPA, un organisme qui suit les émissions des différents secteurs économiques. Il fixe des budgets carbone par période de 5 ans, c'est-à-dire des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. On peut dire que le premier budget carbone qui était construit sur 2015-2018 a été dépassé, en particulier dans le secteur des transports et celui des bâtiments. Du fait de l'affaiblissement des puits de carbone, notamment forestiers, s'agissant des émissions nettes, le second budget carbone est en voie d'être dépassé avec un excès de 15 millions de tonnes. La baisse des émissions de gaz à effet de serre s'est accélérée sur la dernière année en France, avec une baisse de 22,8 millions de tonnes d'équivalent CO2, moins 5,8%. Cette baisse est de plus de 2 fois supérieure à la baisse moyenne de 10,9 millions de tonnes sur la période 2019-2022. Par exemple, la reprise de la production nucléaire suite à la maintenance d'une partie du parc, une baisse d'activité dans le transport des marchandises et l'industrie, la baisse structurelle du cheptel bovin. On n'a pas non plus la possibilité de regarder l'ensemble des facteurs qui sont conjoncturels. On en identifie certains, mais sans doute pas tous. L'objectif de réduction d'émissions de 2030 pour la France, qui est attendu par le paquet Fit for 55, est accessible. Mais attention, il est accessible à condition de consolider le cadre d'action publique et de poursuivre les efforts actuels chaque année d'ici à 2030. Qu'il s'agisse des canicules, des sécheresses des sols, des feux de végétation, des précipitations extrêmes, des inondations. L'année 2023 a été la plus chaude enregistrée en France après 2022. On n'a pas pu assurer les objectifs qui sont normalement ceux d'une garantie de la ressource en eau et également d'une garantie de pouvoir contrôler les incendies de végétation. Ce qui crée des inégalités d'exposition face au changement climatique, inégalités qui risquent de s'aggraver. Malgré les efforts faits par les pouvoirs publics, le décalage se creuse entre les besoins d'adaptation et les mesures mises en œuvre, car les aléas climatiques s'intensifient plus rapidement que les moyens sont consacrés pour limiter les impacts.